Bien, on va maintenant commencer la première communication. Donc avec Roy Akelian, je vais vous parler de un petit peu le contexte général qui nous permet de comprendre pourquoi Mekhitar et ses premiers disciples ont pu venir à Venise et ont pu s'y implanter avec une relative facilité. Et on va voir que l'histoire vénitienne est fondamentalement liée à sa relation à l'Orient, et parmi les orientaux qui ont compté dans l'histoire vénitienne, il y a un certain nombre d'Arméniens. Donc on va commencer par la période très ancienne, et avant de montrer les premiers documents, il faut comprendre que l'histoire vénitienne en fait s'explique assez simplement, enfin, la genèse de l'histoire vénitienne s'explique assez simplement par le contexte politique du 5e siècle de notre ère, c'est-à-dire le début des invasions germaniques, où la terre ferme était régulièrement traversée d'armées, et qui dit armée dit pillage. Voilà. Et donc les habitants de la terre ferme ont une idée extraordinaire, c'est de venir sur les îlots de la lagune, dans lesquels il était très difficile, quand il y avait une armée d'invasion qui restait quelques jours ou quelques semaines, de tenter justement une invasion. Et donc c'était un endroit paisible. Et ce qui était à l'origine d'une installation ponctuelle, ces populations-là en ont vu l'intérêt à long terme et se sont installées et progressivement ont agrandi depuis les petits îlots initiaux, ont agrandi l'ensemble pour en faire une puissante et grande cité. Et cette cité, à l'époque byzantine, faisait partie de l'Italie byzantine reconquise au milieu du VIe siècle. On va revenir par un certain Narcisse. Et pendant les premiers siècles de son histoire, Venise a été une possession byzantine, une possession qui progressivement a pris de plus en plus d'autonomie par rapport à l'État byzantin, mais qui, au moins nominativement, restait une possession byzantine. Jusqu'à pratiquement au XIIIe siècle, où elle était indépendante de fait, et après le sac de Constantinople, quelque part, Venise s'est comprise et s'est reconnue italienne, et s'est tournée vers la terre ferme en participant de manière assez éloignée malgré tout aux grandes périodes, aux grandes tensions de l'histoire de Venise, c'est-à-dire les cités libres au Moyen-Âge central avec le système des potestats auquel Venise participe assez peu, puis les grandes royautés monarchiques, les grandes cités, les Visconti, les Médicis, etc., auxquelles Venise participe assez peu, et vraiment Venise est toujours à part. Pour vous donner qu'un élément de ce particularisme, partout en Italie, les notaires n'ont pas le droit d'être des prêtres. À Venise, les notaires sont obligatoirement des prêtres. Et pour donner un autre élément qui nous rapproche un peu plus de la tradition mekhitariste, partout en Italie et probablement partout dans le monde, quand vous allez au restaurant, le chef a une toque blanche. Et à Venise, les chefs ont une toque noire, qui rappelle d'ailleurs le vérable des prêtres arméniens mekhitaristes. Et donc il y a vraiment comme ça, pendant un millier d'années, une spécificité très forte de Venise et une relation particulièrement intense avec le monde oriental, le monde byzantin d'abord, que nous voyons ici, là on est sur la place Saint-Marc, et il y a une plaque, donc vous avez ici le détail, qui rappelle la fondation théorique d'une première église sur un de ces tout premiers îlots de la lagune, autorisé ou voulu par l'exarque Narcisse, qui était un arménien byzantin, eunuque, qui a fait carrière dans l'armée byzantine et qui a été un des deux généraux qui ont reconquis au milieu du VIe siècle l'Italie sur le royaume visigothique qu'il avait occupé. À cette période byzantine, il y a un autre personnage qui est extrêmement important,
c'est à Torcello. Torcello est un de ces premiers villages à l'origine de Venise, où on a une inscription qui indique que l'église, la cathédrale de Torcello, a été construite en 629 par l'exarque et patrice Isaac. Et vous avez là le document, donc là c'est pas une légende, on a le document, et ce document est le plus ancien document historique de l'histoire de Venise parvenu jusqu'à nous. Rédigé en latin, puisque le latin encore à cette époque-là était la langue de l'armée byzantine. Et cet exarque est l'exarque qui a exercé ses fonctions d'exarque le plus longtemps dans toute l'histoire de l'exarcat byzantin en Italie, et on a conservé l'inscription de sa tombe, qui est conservée dans l'église Sainte-Vitale de Ravenne, où vous pouvez voir que par 2 fois dans son inscription, on signale qu'il est originaire d'Arménie. Là, vous avez donc le texte avec les mentions, bon tant pis, les mentions qui sont sur l'épitaphe en grec. Et je crois vous avoir mis à la fin la photo de Sainte-Vitale et de Ravenne. Voilà. La prochaine fois que vous allez à Venise, faites un détour par Ravenne, qui a des mosaïques absolument super. Donc on en vient maintenant à San Marco, où c'est une église absolument extraordinaire, qui est toute recouverte de mosaïques. Et il y a un endroit, malheureusement, les mosaïques sont très fortement endommagées, où on a représenté le collège apostolique. Et ce qui est très étonnant, malheureusement, on n'a pas de document sur la confection de ces mosaïques. Ce qui est très étonnant, c'est qu'on a représenté l'un à côté de l'autre les 2 apôtres de l'Arménie, Thaddée et Barthélemy. Et ce n'est pas spécialement une tradition dans l'Église latine, et on peut raisonnablement se demander si, au moment de la réalisation de cette mosaïque, il n'y a pas une connexion avec quelques religieux arméniens, même si, je répète, les documents manquent. On en vient maintenant à un des éléments les plus célèbres et probablement d'un point de vue artistique les plus importants de la cathédrale, à savoir les 4 chevaux qui étaient au-dessus du portail d'entrée, qui sont d'époque vraisemblablement hellénistique, et dont on peut penser, c'est en tout cas la tradition vénitienne, qu'ils viennent, ça on le sait, c'est historique, de Constantinople, et avant d'être à Constantinople, ils étaient à Rome, où la tradition, je le répète, voulait que ce soit les 4 chevaux qui étaient au-dessus de l'arc de triomphe réalisé par l'empereur Néron, après la campagne victorieuse de Corbulon en Arménie, qui, vous le savez, a permis à Tiridate Ier de venir se faire couronner roi de Grande Arménie, et qui c'est l'installation de la dynastie arsacide qui va durer près de 4 siècles sur le trône de Grande Arménie. Et en tout cas, vous voyez, ces différentes photos permettent de constater que les 4 chevaux qui étaient sur l'Arc de Triomphe, qui a été démonté en 71 après l'assassinat de Néron, ressemblent étonnamment aux 4 chevaux de Saint-Marc. Et il y a beaucoup de traditions. La réalité, c'est qu'on ne sait pas exactement d'où ils viennent, mais il y a une tradition vénitienne très fortement ancrée qui veut qu'ils viennent de Perse. Et un des premiers historiens vénitiens à avoir véritablement étudié cette question-là, nous sommes au XVIe siècle, affirme que, vous avez la citation en bas, les 4 chevaux de bronze ont été donnés autrefois par le roi Tiridate, au roi d'Arménie, à Néron. Et jusqu'à présent, c'est une des légendes explicatives de l'origine de ces superbes chevaux de l'époque hellénistique. Donc là, on va laisser un petit peu le domaine de la légende pour arriver à quelque chose qui est factuel. C'est l'église Soprac, Sainte-Croix, qui n'est pas très loin de la cathédrale, et qui a été progressivement construite et reconstruite et restaurée entre le XIVe et le XVIIe siècle, et dont vous pouvez voir ici
les inscriptions d'un certain nombre de grandes personnalités arméniennes qui sont dans le narthex, et la coupole, voilà, et la coupole. Ensuite, si on s'éloigne des éléments qui sont caractérisés comme étant liés à la communauté arménienne qui a toujours existé à Venise depuis le Moyen-Âge, il y a un bâtiment qui est particulièrement intéressant. C'est le Caloredam, qui est aujourd'hui la municipalité de Venise. Cette municipalité a un balcon, et jusqu'à ces dernières années, c'est au moment des élections l'endroit où on annonçait les résultats. Et vous voyez qu'au-dessus du balcon, il y a une série de blasons. Et quand on regarde ce blason-là, on reconnaît le blason de Guy de Lusignan, qui était un des prétendants au trône d'Arménie de Cilicie. Et donc il y avait un blason au-dessus du balcon pour les gens qui arrivaient par le canal, et il y avait le même blason sur la partie latérale du bâtiment pour ceux qui arrivaient depuis la ville. Voilà. Une des autres personnes très liées à l'histoire arménienne à Venise est Katerina Korner. Je te laisse. Voilà, merci beaucoup. On fait des sauts dans le temps comme ça, vous voyez, sur 1500 ans d'histoire arménienne. On est déjà donc, en 1400-1500. Et il y a un lien très étroit que les Vénitiens voudront faire avec les Arméniens, donc en mariant une des princesses de Venise, la famille Cornaro est une très grande famille vénitienne, et donc Venise veut avoir Chypre, et pour avoir Chypre qui à l'époque est gouverné par des Lusignans également, donc que Maxime vient de parler. Lusignans, malgré leur nom, donc qui ne sont pas arméniens, ce sont des nobles de Poitevin, à côté de Poitiers, la ville de Lusignan. Mais bon, à force des mariages avec des princesses arméniennes, les descendants sont quasiment arméniens, si on peut dire. Et donc à l'époque, les mariages se font par ce qu'on dit contumace, c'est-à-dire que la femme se trouve à Venise, le mari se trouve à Chypre, et on va quand même les marier, sous condition qu'ils puissent avoir un testament qui dit qu'en cas de décès de Lusignan, Chypre reviendra à Venise. Ça n'a pas tardé, évidemment, une fois que le testament a été signé. Jacques II de Lusignan ne fera pas long feu, si je puis dire, et décédera assez rapidement, et Venise va récupérer Chypre comme ça. La pauvre donc Cornaro va rentrer à Venise, mais probablement extrêmement imprégnée par la culture arménienne, malgré le très court séjour qu'elle aura effectué à Chypre, puisque elle s'installera, donc elle est un peu persona non grata à Venise, une fois qu'elle avait remis la couronne de Chypre au doge Barbarigo. Elle s'éloignera pour aller à Asolo qui est à quelques encablures de Venise, à 80 km, dont d'ailleurs les pères Mritaris pendant longtemps ont eu une possession. Et vous avez également une cimetière avec un carré arménien extrêmement important, parce que beaucoup d'Arméniens, donc par tradition, s'installeront à Asolo ou se feront enterrer à Asolo, parce qu'il y avait ce carré arménien à Asolo. Donc ce personnage-là est très important. Sa dépouille aujourd'hui, si vous allez à Venise, donc se trouve dans l'église San Salvador, qui est juste à côté de Rialto. Dès que vous serez sur le pont de Rialto, à quelques mètres, vous verrez l'église San Salvador. Il ne faut pas le louper parce que c'est une très belle église. Et sur sa tombe, donc, vous verrez que c'est marqué reine de Jérusalem, de Chypre et d'Arménie. Donc voilà. Au moins, on n'a pas oublié le côté arménien de cette histoire. Quasiment au moment de la mort de Katerina Korner, Venise est donc toujours très tournée d'une part vers l'Orient, et également à travers sa relation avec l'Empire germanique, très tournée vers le monde germanique. Et on est au moment de l'invention de l'imprimerie à caractère mobile, et Venise devient très tôt un centre d'impression particulièrement important. Et le fait qu'il y ait à Venise une relative liberté d'impression, c'est ce qui explique que dès
1512, on imprime à Venise, donc 200 ans avant l'arrivée des militaristes, le premier imprimé en arménien, ce qui est en soi quelque chose d'extraordinaire parce que l'arménien a été la 10e langue dans laquelle on a fait un imprimé à l'époque où il n'y avait pas d'État, il n'y avait pas toutes les structures qui ont permis d'imprimer rapidement en français, en italien, en allemand, etc. Donc une période où vous le voyez, les relations entre les Arméniens et la Sérénissime sont déjà importantes. Mais probablement l'âge d'or de cette relation, ça va être l'épopée des grands négociants de Nord-Julfa. Voilà. Donc là, on est vraiment une période extraordinaire, si je puis dire, pour les commerçants arméniens et pour les Arméniens. Donc, je rappelle brièvement, nous sommes après le déplacement des Arméniens par le Shah Abbas. Donc, on est tout au début du XVIIe siècle, 1603-1604. Les Arméniens de force sont installés donc à côté d'Isfahan dans le quartier de Julfa qui s'appelleront Nouvelle Julfa, et là le commerce avec l'Italie et surtout Venise, puisqu'à l'époque le commerce est dominé par Venise, va commencer d'une manière extraordinaire. Les marchands donc qui sont essentiellement des marchands de soie ou de pierres précieuses vont quasiment conquérir la ville, si je puis dire, de Venise, et en créant une richesse extrêmement importante. Et encore aujourd'hui, donc c'est-à-dire plus de 350 ans après, on peut voir les richesses qui ont été laissées par ces Arméniens-là. Donc vous avez ici la carte des trajets qu'ils effectuaient. Sur cette photo, une des maisons très connues de la famille Sheriman, Sherimanian. C'est une des maisons, la rue, enfin la Calle, puisqu'à Venise on appelle Calle, ça s'appelle Sheriman, c'est pour vous dire, donc c'est son palais, mais il en a d'autres. Dès que vous rentrez par exemple par la gare à Venise et vous tournez à gauche pour prendre le premier pont, ben là vous avez les bâtiments donc, de la région de Vénétie qui appartenaient également à Sheriman. En dehors de la ville de Venise, vous avez plusieurs palais qui appartiennent à Sheriman, donc très très grande famille qui a créé une richesse extrêmement importante et qui a laissé un souvenir important. Si je peux me permettre de rajouter une toute petite chose, Venise est quasiment ruinée à la fin du XVIIe siècle. On est là, 1780-190, ça va très mal. Et les Sheriman font un prêt à Venise de 2 millions de ducats, qui à l'époque représente une somme en numéraire absolument colossale, qui va être remboursée pratiquement jusqu'à la fin de l'indépendance de Venise. Voilà, sans demander d'intérêt, il faut rajouter, mais c'est des hommes d'affaires, il y a toujours quelque chose à demander. L'arrivée de Mkhitar à un moment donné et son installation n'est pas non plus neutre de l'existence des Sheriman avant, la pression qu'un banquier comme ça peut exercer sur le Doge n'est pas négligeable à l'époque. Il y avait des intérêts, mais ça n'empêche pas ça. Exactement. Donc, autre famille, grande famille, donc les Mirmans. Vous pouvez voir également leur emblème ici, qui se trouve sur leur pierre tombale dans l'église, dans la petite église arménienne, non pas sur l'île Saint-Lazare, mais qui se trouve juste derrière la place Saint-Marc, donc Sainte-Croix. Vous avez donc sa dépouille et son emblème qui est encore resté, et donc il contribuera énormément également à la restauration de cette église. Si vous allez visiter Venise, c'est extrêmement important. La troisième famille, si la diapositive veut bien passer, ça va être Souriane. Voilà, les Sourians. Alors, troisième famille important aussi, qui sont bien avant, puisqu'on a des traces des Sourians déjà en 1400. Le palais Sourian, pareil, c'est le plus grand palais sur Canareggio. Le Canareggio étant le deuxième plus grand canal. Donc, encore une fois, quand vous arrivez à la gare, c'est vers la gauche, quand vous allez sur le Canareggio. Alors, Sourian, d'un côté, cette famille-là est très connue pour plusieurs raisons. On sait qu'ils ont contribué au dégagement de l'arsenal
Donc à un moment donné à Venise, Anton Surian avait une capacité d'organiser les choses et avait réorganisé l'arsenal militaire de Venise. Il fera également des miracles pendant des épidémies de peste sur Dorsoduro cette fois-ci, c'est-à-dire l'autre quartier de Venise. Donc la famille s'enrichira rapidement, deviendra très très célèbre, et vous avez ce grand palais donc sur le Canareccio, et ce grand palais sera pendant très très longtemps l'ambassade donc de France à Venise. Et Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, si vous allez, vous verrez, il y a une plaque sur le bâtiment qui indique donc que Jean-Jacques Rousseau a été de 1743 à 1744 donc secrétaire général de cette ambassade à Venise. La dernière grande famille. Donc là, on est sur les Serpos également, grande famille également arménienne, dont la tombe se trouve également dans l'église Sainte-Croix à Venise, grands marchands qui seront également non seulement sur Venise mais sur plusieurs villes italiennes, et qui laisseront également des souvenirs importants de la présence arménienne à Venise. Ok. Voilà. Donc, tout ça aboutira toute cette présence très très importante, donc ce nombre de palais, ce nombre de richesses, et à un moment donné, ils sont tellement importants, et notamment ceux qui viennent donc de Jufa, qu'il y a carrément, encore aujourd'hui, il y a une rue qui s'appelle Ruga Jufa, et qui sera créée donc dès le début donc, du XVIIe siècle, pour marquer la présence de ces Arméniens, de ces marchands arméniens dans cette ville, et leur commerce. Donc, alors il faut savoir qu'ils ne sont pas, alors je vous parle, il faut savoir que nous les Arméniens, on n'est pas nombreux, donc ils ne sont pas des centaines de milliers. On estime que peut-être au mieux des familles qui étaient installées dans la ville sont peut-être 80 à 90, même s'il y en a 400, 500, 600 qui circulent. Mais ceux qui sont installés dans la ville sont moins de 100. Ils sont moins de 100. Et donc, à moins de 100, ils font déjà beaucoup de bruit. Donc, pour laisser tous ces palais, toutes ces rues, tous ces vestiges. Maintenant, on va examiner un certain nombre de vestiges assez importants et intéressants, parce qu'il y a sur la façade de la cathédrale San Marco une série de piliers que vous avez tous rencontrés quand vous êtes venus à l'église, et ces piliers ont des dizaines et des dizaines d'inscriptions laissées dans à peu près toutes les langues de la chrétienté. Il y en a en français, il y en a en italien, il y en a en slavon, il y en a en latin bien sûr, et les négociants arméniens qui venaient participer aux grandes foires de Venise, comme ils amenaient quelque chose de précieux, la soie et les pierreries notamment, pour l'aristocratie vénitienne, avaient une place qui leur était attribuée et qui est connue grâce au plan que vous avez sous les yeux. Et vous voyez, entre les trois étendards de la Sérénissime, on a marqué 2 fois Arménie. Et donc on sait que leur place était une place d'honneur en face de l'entrée de la cathédrale, et donc il n'est pas étonnant que, n'ayant que quelques mètres à faire pour accéder à ces colonnes, ils aient rempli les colonnes les plus au nord de la façade occidentale de la cathédrale d'une trentaine d'inscriptions. Donc je ne vais pas vous en montrer beaucoup, je vous montre cette inscription qui est absolument superbe, très très bien écrite, du début du XVIe siècle. Il y a plusieurs arches, mais on va en prendre qu'une seule. On va prendre la porte centrale de la cathédrale, et on s'est amusé à faire un petit plan en numérotant chaque colonne, et je vais vous montrer une seule colonne. La colonne numéro 32, qui est une colonne assez extraordinaire parce qu'on a plus de 10 inscriptions sur cette colonne. Là, vous avez
une vue générale de la colonne, donc c'est vue de la partie sud, et vous avez comme ça le nom de toute une série de marchands connus, ou pour la plupart peu connus, écrits soit en lettres capitales, en Yelgatakiv, soit en lettres cursives, et qui font mémoire de ces nombreux négociants qui, bien que négociants, étaient de fervents chrétiens et qui ont voulu laisser leur nom, éventuellement le nom de leur famille, sur ces colonnes. Et vous voyez, toutes ces inscriptions-là ne sont gravées que sur une seule colonne, ce qui est quand même une densité assez extraordinaire. Et on a un premier travail qui a été fait à la fin du siècle dernier par le père Aïchan, un célèbre ici mais très important père guitariste. Et quand on compare l'état de conservation actuel des inscriptions avec leur état ancien, on se rend compte qu'en un siècle, la dégradation a été rapide et importante. C'est la raison pour laquelle on a pris la décision avec Monseigneur Zekian de mettre à la fin du livre de Jubilé de l'Ordre le corpus complet de ces inscriptions, qui a peut-être des fautes, qui n'est probablement pas parfait, mais qui permet d'avoir un état en 2017 de l'état de ces inscriptions qui, pour une partie d'entre elles, d'ici 50 ou 100 ans, seront quasiment lisibles. Donc là, on arrive à l'époque où, donc maintenant, le terrain est bien préparé, si je puis dire, dans Venise, et donc le père Meritar va arriver, donc après plusieurs péripéties, à d'abord s'installer dans une petite maison, donc qu'on peut encore voir aujourd'hui, qui se trouve, alors si vous longez donc le plus simple, hein, si vous allez vers l'extérieur de Venise en longeant les quais de Schiavoni, à un moment donné vous allez tourner à gauche, vous allez arriver à l'Arsenal, et après l'Arsenal vous tournez encore à gauche et vous allez arriver dans sa maison où il a vécu pendant 2 ans à peu près, un peu plus de 2 ans, donc de 1715 à 1717, en attendant donc pour préparer son installation sur l'île Saint-Lazare. Aujourd'hui, vous avez une plaque qui commémore donc cette présence. Juste à côté de cette maison, vous avez également une petite église qui s'appelle l'église de Saint-Martin, et on sait que Meritar allait faire la messe dans cette église-là, et si je ne me trompe pas, jusque dans les années 70, on continue à faire une fois de temps en temps une messe en arménien, chaque dimanche une messe en arménien. Malheureusement aujourd'hui on le pratique plus, mais enfin bon, la maison et l'église se touchent quasiment, donc si vous allez, c'est vraiment, vous allez sentir la présence de Meritar dans ce quartier-là. Voilà, donc voilà, alors je fais des raccourcis, hein, je fais des ellipses dans le temps. On arrive, si vous voulez, à la création donc, de l'école. Et ici, vous avez un des palais les plus importants de Venise. Vous ne pouvez pas le louper. C'est en plein centre. C'est sur le Canal Grande. Donc, il s'agit de Capezzaro. Capezzaro, aujourd'hui, est le musée d'art moderne. Il faut savoir, c'est le plus grand palais en superficie de Venise. Et donc de 1836 à 1850, la première école donc, à Venise sera installée dans ce magnifique palais. Vous avez, si vous rentrez, il faut le chercher, malheureusement c'est écrit en tout petit. On vous indique que les pères meritaristes avaient leurs écoles ici de 1836 à 1850 dans ce bâtiment prestigieux. On n'a pas vraiment le temps de développer, mais imaginez un peu la vision qu'il faut avoir au début du 19e siècle pour acheter le plus grand bâtiment qui permettait de former une centaine d'étudiants par niveau. Voilà. Et ben voilà, donc là vous allez voir les portraits donc, des 2 bénéfacteurs, Raphaël et Murat, donc, qui étaient des grands marchands, comme je vous disais, qui venaient d'Inde, et qui ont donc entre autres financé ces bâtiments-là.
On s'installe par la suite donc, dans le bâtiment que vous connaissez encore aujourd'hui, le Cazenobio. Donc le Cazenobio, là vous avez une belle gravure assez ancienne du palais. Alors palais très intéressant puisque de par son architecture sort un peu des standards puisque c'est un bâtiment U. Hein, donc au XVIIIe siècle, c'est pas très courant. Magnifique bâtiment. Pour ceux qui ont visité, donc au plafond, vous avez ces fresques de Dorigny et la légende dit que Tiepolo est passé donner quelques coups de pinceau sur ces affresques-là. Donc le palais est toujours là. Donc si vous allez, vous pouvez toujours sonner à la porte. On vous ouvrira pour visiter ce magnifique bâtiment qui fut donc et qui a encore donc une école prestigieuse pendant longtemps. Bon, aujourd'hui les études sont malheureusement arrêtées, mais bon, il y a des activités qui continuent et vous pouvez souvent assister à des concerts à l'intérieur de ce palais. Et derrière, donc là, vous voyez un peu la beauté. Quelque chose de très intéressant, c'est que c'est un palais qui n'a pas été fait ni par ni pour des Arméniens, mais pour montrer le raffinement de Venise au XVIIIe siècle. On met sur le balcon la fresque d'un tapis arménien. Voilà, parce que Zenobio c'est une famille vénitienne, hein, ça portait leur nom, très riche famille vénitienne qui avait construit ce palais-là pour ses propres besoins, hein, et non pas pour les Arméniens, comme disait Maxime. Voilà, ça c'est l'arrière du bâtiment. On va passer. Ça c'est à toi, c'est à moi? Oui. Donc là on arrive sur, alors tout le monde connaît, il Soprasac, donc San Lazzaro. Vous prenez le Vaporito de San Zaccaria à 15h20 pour arriver à 15h30. On vous ouvre les portes pour vous faire visiter ce lieu donc, que Méritar a créé en 1717, donc, qui était une léproserie, hein, qui était à l'origine. Quand vous voyez le nom de Lazzaretto en italien, Soprasac est dédié aux lépreux, hein, donc là c'était une léproserie. Il y a plusieurs léproseries d'ailleurs dans la lagune, hein. Il y a Vecchio Lazzaretto, Novo Lazzaretto, donc il y a plusieurs petites îles qui servaient à l'époque, vous savez, on isolait les gens qui étaient atteints par la lèpre. Donc Méritar installera le monastère et l'île sera agrandie au fur et à mesure, donc parce que c'était beaucoup plus petit, on a gagné, je crois, on a multiplié par 2,5 ou 3 la superficie de cette île, qui reste quand même petite, hein. On n'est pas en train de parler d'une grande île, ce qui reste petite, mais voilà, suffisamment grand. Vous voyez également, donc, c'est typiquement style vénitien, vous voyez le campanile et tout ça, ça n'a rien à voir avec l'architecture arménienne, c'est une architecture qui est typiquement vénitienne. Là, vous allez voir donc la bibliothèque qui a été créée, la bibliothèque des manuscrits, qui est assez récent, si je puis dire. On a construit cette bibliothèque suite à l'incendie qu'il y avait eu dans les années 70. Donc on a senti la nécessité de faire un endroit beaucoup plus protégé. Voilà, là, l'arrière-vue de l'île, vous voyez sur le Lido. Alors, on appelle cet endroit-là l'endroit où Lord Byron venait. Vous savez, Lord Byron donc, est passé sur cette île-là. Vous avez ici une fresque d'Aiwazowski qui vous montre l'arrivée de Lord Byron sur l'île. Et donc, à l'arrière de l'île, on dit que Byron se reposait là pour écrire ses poèmes. Et pour finir, voilà le réfectoire donc des pères méritaristes, endroit hautement symbolique, donc avec cette fresque de la Seine qui se trouve au-dessus. Et là, normalement, pendant donc les repas, il y a quelqu'un qui lit voilà, la Bible. Merci de votre attention.